Bonsoir, chers amis du kiosque. Bienvenue sur Zouk Télévision pour votre émission hebdomadaire. Émission qui n'est pas habituelle, qui n'est pas comme les autres, dans la mesure où vous savez que nous avons le regret de la grande peine, le grand chagrin d'avoir perdu un de nos membres fidèles et tellement brillant. Je veux parler de Philippe Saint-Cyr, donc on va renouveler notre soutien à sa famille, à tous ses amis, à ses amis universitaires. Et on va pouvoir parler un petit peu de lui, de sa contribution à la Martinique, en tant qu'universitaire, en tant qu'intellectuel, en tant que chercheur, mais aussi en tant qu'enseignant, en tant que professeur. Donc voilà, je voulais commencer en disant cela. Et puis, je vais aussi accueillir les chroniqueurs. Donc, je vais bien sûr leur passer la parole et ils vont chacun dire un petit mot à propos de Philippe Saint-Cyr avant d'entamer les sujets qui nous ont été proposés. Voilà. Donc, bienvenue à vous, Michel Branchy, notre chroniqueur fidèle. Voilà, avec son journal Justice. Bienvenue, bonjour. Quelques mots. La nouvelle du décès de Philippe Saint-Cyr m'a frappé de plein fouet parce que je pense que nous étions un certain nombre à suivre le déroulé de sa maladie et nous pensions qu'il était sur le point de s'en tirer. Les nouvelles étaient relativement bonnes. Concernant, il y avait différents signes, comme quoi il était en cours de reprise de conscience et de maîtrise notamment, et qu'il n'y avait pas d'atteinte, disons, au niveau du cerveau, d'atteinte neurologique. Bon, je ne rentre pas dans les détails qui ont été donnés, mais enfin, il a fait une nouvelle crise cardiaque, en fait. Une nouvelle crise cardiaque qu'il a emportée. Et c'est un décès qui me frappe à un double titre. Alors je crois que je vais quand même redire peut-être ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire sur le plan personnel. Philippe Saint-Cyr est quelque part un frère de lait. Madame Saint-Cyr, mère, était en France pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, comme Madame Branchy, mère. Et mon père, qui était prisonnier des Allemands dans les Vosges, s'est échappé et a rejoint ma mère et Madame Saint-Cyr. Elles ont passé la ligne de démarcation à Moulins, elles sont allées à Vichy, et elles ont accouché. Elles ont accouché. Donc j'ai des photos. Et on voit donc les deux femmes avec des poussettes, avec Philippe Saint-Cyr. Et Michel Branchy. Et Michel Branchy. Et également mon frère Alain, après, parce qu'il est venu après. Donc, nous avons. Et puis après, bien sûr, après la guerre, nous sommes retournés en Martinique. Bon, par conséquent, il y a cet aspect des choses. Il y a cet aspect des choses. Et puis, le deuxième aspect, je ne vais pas développer, mais le deuxième aspect, c'est quand je suis entré au ministère de l'économie et des finances, j'ai été affecté à la Martinique, à une administration du ministère des Finances qui s'appelait la direction de la concurrence et des prix. Il y avait le mot concurrence. Concurrence. Et l'administration de la concurrence et des prix était consultée systématiquement par le Conseil général de l'époque, dès lors qu'on modifiait les taux d'octroi de mer. Et la doctrine de la direction de la concurrence, c'est que appliquer des taux d'octroi de mer sur des produits martiniquais, c'était réduire la concurrence.
c'était réduire la concurrence. Je simplifie, bien sûr. Il y avait un raisonnement, disons, néolibéral. C'était une entrave à la libre circulation des marchandises. Après, on a ajouté, avec le Maastricht, la libre circulation des marchandises, des capitaux et des hommes. Mais à l'époque, c'était le marché commun. Et il me revenait donc d'aller exprimer devant le Conseil général la position officielle du ministère de l'Économie et des Finances. Et la commission qui s'occupait de cela, je peux dire ça, c'est un souvenir historique. La commission du Conseil général qui s'occupait de cette question était présidée par quelqu'un qui n'était autre que Michel Renard. Le terrible Michel Renard. Le shérif. Oui. Terrible, qui était un ancien communiste, devenu gaulliste. Drôle de conversion. Hein? Et c'est d'ailleurs lui qui avait arrêté, je dis terrible parce qu'il avait arrêté une procession. Il était tellement communiste qu'il était très anticlérical. Il avait arrêté une procession au Marigot, avec en tête la Vierge Marie. Bon. Eh bien, il m'a arrêté en me disant que c'était inadmissible que Martiniquais viennent prendre des positions contre l'économie de la Martinique. Il s'agissait d'aligner l'outre-mer à l'époque de la Martinique et de la Guadeloupe de façon à faire un marché unique en ce qui concerne la farine, hein, à l'époque. Bon. Et qui est-ce que j'ai consulté après sur cette question? C'est Philippe Saint-Cyr qui venait de rédiger pour une organisation qui s'appelait le CERAG, le Centre d'études régionales anti-Guyane, qui réunissait des économistes martiniquais, une association de droit privé, et il avait rédigé une étude, en fait il avait résumé pour cet organisme sa thèse, la thèse qu'il avait faite sur l'outre-mer. Sa thèse de doctorat, donc. La thèse de doctorat. Et bon, il démontrait en fait, grosso modo que l'outre-mer était une création continue pendant plusieurs siècles. Historique. Et que ce n'était pas du tout ce qu'on disait une taxe coloniale, mais une création du génie martiniquais. C'est-à-dire que face aux situations auxquelles était confrontée l'économie martiniquaise, notamment sous Napoléon III, exposé qu'il a refait d'ailleurs la veille de sa mort. Non, la veille de sa maladie. Au Lamentin. Au Lamentin, lors de débats du forum sur la vie chère. Il a expliqué tout ça de manière très brillante. Et on pourrait dire beaucoup de choses. Mais il a remis à Fabien Roussel le petit livre qu'il nous a donné ici, oui. sur l'outre-mer. Et Fabien Roussel lui a dit: je ne pourrais plus dire à l'Assemblée nationale, prendre comme prétexte que maintenant que vous m'avez remis cet ouvrage et que vous m'avez fait la pédagogie de m'expliquer ce que c'est que l'outre-mer, je ne pourrais plus dire que je ne prends pas position sur l'outre-mer parce que je ne connais pas l'outre-mer. Très bien. Voilà ce que je voulais citer, ces deux faits. Donc, c'est une perte immense que nous avons endurée, mais surtout l'aspect sentimental est prédominant. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je corrige un petit lapsus, c'était la veille de sa première aléote cardiaque. Hein, la veille, ouais. De son premier accident. Voilà, tout à fait. Fred Lordino, merci d'être là. Bonsoir, bienvenue.
Et puis, donc, on va commencer effectivement par l'hommage à Philippe Saint-Cyr, que tu as connu en tant que militant, mais aussi en tant comme politique. Donc, je te laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous, et merci pour votre invitation. C'est un grand intellectuel martiniquais, Philippe Saint-Cyr. Il fait partie de cette tradition de grands juristes que le pays a eu. Pas tous les citer, mais le des plus connus, c'est Maître Camille Darcière, Maître Manville, Maître Ursulé, Marie-Alissandre Réchac, non, le père, le camarade Georges Gratian. Oui. Maître Gratian. Et on a eu un certain nombre de patrons du droit en Martinique, et Philippe Saint-Cyr en fait partie. Quelqu'un intellectuellement balèze au combat. C'est-à-dire, les capables, les diambagay, ils savent dire qui c'est capable. C'est pas, après, on va faire WhatsApp, on va voir vidéo, TikTok, on va faire n'importe qui connerie pour comprendre quoi exister. Mais c'est pas ça, Philippe Saint-Cyr. Philippe Saint-Cyr, c'est des écrits, c'est des textes, c'est des analyses, et c'est surtout le goût de l'échange intellectuel, de la discussion courtoise. Même s'il n'est pas d'accord avec vous, il a écouté vous, et puis il a mis un argument. Absolument. Donc c'est quelqu'un que j'ai connu en 83. C'est jeune militant, étudiant, m'a venu pour défendre l'année Martinique avant que vieux continue à faire études. Bon, bref, et puis Martinique, il y a une élection, décentralisation. Et Philippe Saint-Cyr, sur la liste conduite par Aimé Césaire, le pacte global d'unité, tant à la tenue de Mapipi, qui était au Parti communiste, et nous citer les Georges Gratian, et puis le camarade Serlan, non, Parti socialiste, d'autres Mapipi, teni docteur, docteur Michel Yoyo, teni Ernest Van Ajouy, ou teni M. Blanc-Gudon aussi, après l'autre génération venue, c'est-à-dire que ou tenir des noms politiques qui étaient balèzes. Bon, le PPM, c'est toujours ni les maîtres à penser qui étaient là. Et des jeunes gens, et ils étaient associés au moins, ils étaient finis arrivés, pour faire campagne électorale en 1983, après les lois, la première décentralisation, acte 1, la décentralisation, ça s'est obtenu en série loi de 82, 83, 84, 86, pour mettre en place le conseil régional. Et là, il y a un homme impressionnant qui était Philippe Saint-Cyr, qui est devenu président d'ailleurs de la commission des lois, on va dire, de la première région, élection remportée de peu d'ailleurs, on va changer ça, puisque l'élection 83 était faite aussi Sainte-Marie en mars, c'était en février. Et là, je découvre quelqu'un qui a une immense culture juridique et qui est un authentique autonomiste. Ça, c'est ça qui m'a frappé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était, je crois, membre du Parti progressiste et qui, lui, avait des convictions sur l'autonomie. Et on lui doit notamment la réflexion sur, en 1983, sur l'octroi de mer, puisque c'est la région qui devient la maître d'ouvrage, on va dire, qui prend les décisions en matière d'octroi de mer, et sur le fonds d'investissement routier. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui croyait en la responsabilité locale dans l'acte de gestion et dans la décentralisation. Alors la précision que je veux apporter, c'était la commission en question, c'est la commission des avis et propositions à caractère législatif et réglementaire. Exactement, merci pour la précision. Voilà. Dans un raccourci, j'ai dit commission des lois, tout à fait. Mais c'est pour donner l'importance de ce jeune Martiniquais à l'époque, brillant, avocat, et qui va mettre sur pied avec les hommes de la gauche de l'époque. Je vais taquiner mes amis de gauche. C'est plus la gauche actuelle, la gauche, je l'appelle la gauche GDD, la gauche Djoldou. C'est-à-dire que c'est une gauche qui a abandonné le peuple. Mais c'est un point de vue, c'est une gauche qui a abandonné le peuple et puis maintenant qui se préoccupe plus des postes pour se répartir le pouvoir. Mais ça, on va en débattre si vous voulez. Mais
C'était donc... Pas du caviar. Oui, voilà. En France, il y a la gauche caviar. Pas du caviar. Moi, je vais la gauche Joldou. C'est-à-dire, ne fais pas ce que je fais ce que je dis. Bon, donc, et Philippe Saint-Cyr, lui, c'est parmi ces autonomistes convaincus qui disent nous devons faire l'apprentissage de la responsabilité, mettre en avant nos spécificités, mais dans le cadre français, de la République française. Et c'est lui, notamment, qui a mis en place cette grande idée autour de la formation et de l'université. Parce qu'il croyait beaucoup à la mutualisation et la coopération en matière éducative. Bon, il a été 2 fois premier président de l'UAG, et puis ensuite il a fait un 2e mandat. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient fait 2 mandats, peut-être que c'est le seul, je ne suis pas sûr. Mais ce monsieur, c'est quelqu'un qui croyait beaucoup à la coopération régionale et à la mise en commun des forces. Il faut dire que son combat n'a pas été récompensé. Parce que vous savez que les Martiniquais ont toujours refusé de participer à des gouvernements, notamment le PPM, mais nos amis guyanais et guadeloupéens ont participé à des gouvernements. Mais ils n'ont pas toujours pris des positions favorables à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt défendre, aussi bien que la Guyane décidé qu'il a fait université tout seul, la Guadeloupe apparaît failli. C'est parce que justement, tu as des noms comme Philippe Saint-Cyr qui bloquait ça, qui dit qu'il faut nous continuer à rester dans la mutualisation, mais surtout, et là, je vais taquiner encore les amis socialistes, il y a un monde qui a attaqué l'octroi de mer en manière féroce, c'est Victorin Lurel. C'est-à-dire que s'il y a un monde qui fait à Chile, c'est bien lui. Notamment avec l'abaissement du seuil, Michel Blanchi connaît ça bien, d'assujettissement. Il était à 550 000 euros, il mettait à 300 000 euros. Donc, ça cause le problème à l'autre entreprise. Là, dans les 10 ans, il fait y passer, et puis le gouvernement, en les 6 ans, la durée des programmes européens. Et puis, c'est-à-dire que, à ce moment-là, il a essayé de faire passer l'octroi de mer, qui sont un genre de bail trop complexe, qui n'a pas bien fonctionné. Et bon, ça, c'est position, on tenait un grand désaccord. Et puis, à l'époque, Victorin Lurel, mais il faut dire aussi que les Martiniquais, comme Philippe Saint-Cyr, étaient qu'à penser qu'il fallait aller dans un autre sens, qui sens-là, que ces messieurs étaient qu'à décider pour l'octroi de mer. Donc, c'est, je le répète, quelqu'un qui a créé aussi le CNAM, c'est-à-dire qui croit le Centre national d'art et métiers, c'est ça? Conservatoire national. Conservatoire. C'est-à-dire qu'il croit en la formation tout au long de la vie. C'est quelqu'un qui a dit tout ton cerveau qui a marché, il faut que toujours former corps. Et surtout, l'insertion, c'est-à-dire qu'il a dit la participation, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aillent au sein des entreprises. Il était qu'à quoi aussi à l'entreprise, qui a dit, vous pouvez former les gens, mais il faut que les gens aillent où ça a passé, en disant entreprise là, ce qui à présent, c'est devenu une banalité. Mais à l'époque, il faisait partie de ces grands Martiniquais qui prônaient cette action au sein des entreprises pour former les cadres martiniquais, mais aussi les non-cadres, pour qu'on puisse avoir un pays qui soit basé sur la production et non pas sur la consommation. Donc, bravo encore à ce brillant Martiniquais. J'espère qu'à l'université, il y aura d'autres jeunes qui prendront la relève et qu'on aura un outil de formation digne de pays comme la Martinique qui a, je le répète, des talents exceptionnels. Très bien. Merci beaucoup pour ces mots. On reçoit, je vais m'avancer en disant, l'ami personnel de Philippe Saint-Cyr, Daniel Chaumet. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je veux aussi dire que l'université a rendu un cinglant hommage, un grand hommage à Philippe Saint-Cyr, puisque la veillée s'est organisée, s'est déroulée sur le campus de Schellcher, avec tous ses amis universitaires, les étudiants, et puis beaucoup d'amis qui sont montés lui rendre hommage. Et donc, j'ai croisé Dany, je vais te donner la parole pour
exprimer ta reconnaissance à Philippe, j'imagine. Alors, comme tu l'as dit, Philippe est devenu, avec le temps, un ami que avec qui j'avais l'occasion d'échanger régulièrement, de travailler, de discuter. Et c'est vrai que c'est un moment difficile que je vis ces temps-ci. En venant ici, j'ai appelé Jeannie Dancier. Et parce qu'elle m'a fait un message en me disant que, en fait, quand des gens comme Philippe, de la trempe de Philippe s'en vont, ça la replonge dans la tragédie de la perte de Camille en 2006. Et en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que lorsque des hommes de cette épaisseur-là, de cette qualité-là, de cette dimension-là partent, ce ne sont pas des livres qui se ferment, c'est quasiment des bibliothèques, c'est des pans de notre histoire qui passent, et il faut pouvoir, face à l'inéluctable, trouver la voie d'en faire quelque chose de positif. Et c'est vrai que moi, j'ai croisé Philippe pour la première fois quand j'ai fait mes premiers pas en politique. Il était encore conseiller régional, je crois que c'était la mandature de 95-2002, avec Philippe Saint-Cyr, il y avait Édouard Delépine, de mémoire, il y avait le maire Samo, il me semble qu'il y avait du Parti Socialiste, mais je vois le visage qui est décédé lui aussi. Ganglidor ? Non, pas Siméon Salpêtrier. Et c'était vraiment une époque où ces gens-là ils incarnaient les idées de la gauche martiniquaise. Et moi, très impressionné, je faisais mes premiers pas en politique. Et Philippe est vraiment devenu un familier parce que c'est celui qui m'a pris la main, au propre comme au figuré, pour me dire c'est bien d'avoir une approche politique sur l'ensemble du territoire. Et il faut imaginer, c'était un bourgeois, c'est la bourgeoisie fouillaise. Et il me racontait que son engagement au PPM était quelque chose qui socialement n'était pas, on va dire, c'était pas les chemins traditionnels de la bourgeoisie martiniquaise qui était plutôt généralement portée vers les idées de droite plus que les idées de gauche. Et je crois que c'est Camille qui l'avait d'ailleurs, en tant que collègue avocat, qu'il avait versé au PPM, et il était tombé vraiment amoureux de ce parti. Et il s'est engagé dans ce parti. Et moi, à Schellcher, il était vraiment celui qui m'a pris la main, m'a mené dans les quartiers populaires. Premier marche nous fait nous aller fond batelier, nous descendons ici Germanie, qui étaient des poteaux mitants de la gauche schellcheroise. Et en fait, Philippe a été de tous les combats de la gauche schellcheroise. Sans doute des combats perdus d'avance à l'époque, tant Schellcher était une ville qui était marquée à droite avec les Janvier, les Bertrand, les Allemands. C'était vraiment des bastions quasiment imprenables à l'époque. Et j'étais peut-être celui qui était le trouble-fête, puisqu'en 2008, c'est ma candidature qui a permis à l'actuel maire de devenir maire, puisque nous devenons arbitres de cette élection. Mais je suis, quand je vais en 2008 aux élections à Schellcher, l'héritier des combats pris par Philippe Saint-Cyr, toutes ces équipes qui, à côté de lui, plus anciennement aux côtés de Mauvois, où cette fameuse élection a été, c'est la fameuse élection où la légende dit, paix à mon âme, à son âme, c'est tonton Édouard, c'est mon oncle Édouard Joquer qui était président du fameux bureau de Plateau Fofo. Alors tout le monde t'a dit que élection gagnée, et puis c'est les lunes, Plateau Fofo a arrivé, que élection a maté. Et la légende veut que cette urne soit arrivée 1 à 2 heures après toutes les autres, et me voit pas d'élection à près de 80 voix. Et c'est comme ça que les histoires politiques se font. Et Philippe est vraiment celui qui, à Schellcher, a porté les idées progressistes. Et qui m'a, de manière décisive, fait porter mon engagement sur ma commune. Et c'est vrai que de là, il y a une vraie amitié. Et Fred le disait, c'est quelqu'un qui était passionné par l'éducation, passionné par les échanges. Et en fait, ce qui nous frappe tous, qui l'aimions tous, c'est quelqu'un qui, malgré son âge, avait une fraîcheur intellectuelle qui était déroutante. Il savait constamment se recycler, se renouveler. Et bien souvent, du haut de son âge, je trouvais qu'il télescopait mes idées avec peut-être parfois plus de modernité, parce qu'il avait cette capacité à s'imbiber de ce que la jeunesse, de ce que le temps portait, sans être oxydé sur des positions du passé, et il le faisait avec une élégance. Au-delà de son intelligence, il avait une élégance intellectuelle
qui forçait le respect. Et y compris dans le désaccord, c'est quelqu'un qui savait entendre, savait acter un désaccord, parce que c'était pas un faible. Hein. Philippe tenait tête, c'est-à-dire que l'année en opposition, ou pas tout à fait dit, mais avec une élégance qui suscitait la chaleur, l'humilité. Et c'est vrai que, bon, aujourd'hui, on est dans la peine, mais comme je le disais, il y a des choses qui ne meurent pas. Son empreinte et son travail est là. Ses idées, il nous appartient d'assumer l'héritage, parce que c'est un lourd héritage. Et ça nous renvoie nous-mêmes à nos propres responsabilités individuelles. En tout cas, moi, je dis à ce grand monsieur, à mon ami, merci pour ton amitié et va en paix. Très bien, merci beaucoup Dany pour ces mots qui sont réconfortants effectivement et puis qui témoignent de la grandeur de Philippe Saint-Cyr. Et Béatrice Bellé, ton papy avec lequel vous aviez tellement de joutes amicales et d'échanges passionnés. Si tu as la force de dire quelques mots. Oui. Ou alors moi je prends la parole sur le Conservatoire national des arts et métiers. Oui, c'est en te donnant. Bon. Ça va, sûr? Oui, voilà. Chacun son tour. Oui. Papy, ouais. 42 ans à l'UAG, c'est là que je l'ai connu. Alors, il avait toujours cette petite mine, toujours un look un peu rocker. Je crois qu'il regrette, enfin, je pense qu'il a regretté, on n'en a jamais parlé, mais il a peut-être regretté de ne pas être un bikers. Hein. Il aimait bien le jean, les lunettes noires, un peu Jones, et puis une petite dégaine à la Rocky ou à la Johnny Hallyday, quoi. Les cheveux toujours bien mis et tout ça. Et à l'université, il avait un peu ce look-là, avec une petite démarche italienne. Voilà, j'aurais dit ça, italienne, toujours élégant. Un doyen d'université très respecté. Respectable aussi, parce que vous l'avez tous dit et je ne vais pas répéter, mais en tant qu'étudiante, moi j'ai connu surtout un doyen accessible, plutôt juste, à l'écoute. Je me rappelle que dans ce 3e cycle que j'avais fait, j'avais été retenue pour partir sur l'Université américaine des îles Vierges. Il était très fier, d'ailleurs. C'était grâce à Fred Constant que j'avais réussi à accéder à ce cycle. Il y avait eu des sélections et nous avions été 2 filles sélectionnées. Je pense que Papy aurait aimé qu'il y ait eu un garçon, mais les 2 filles étaient les meilleures, parce qu'il était macho quand même, ça faut le dire. Mais donc, il était très fier, et quand j'étais revenue, je sais qu'il m'avait reçue avec Fred Constant et à l'époque Georges Virasamy, qui était lui doyen de la faculté de droit et d'économie, me semble-t-il, ou professeur ou responsable du cycle. Et il avait dit sa fierté de voir des jeunes s'ouvrir sur la Caraïbe, aller dans des expérimentations comme ça, d'échanges universitaires de grande qualité avec les îles Vierges américaines, et que c'est vrai que son rêve, c'était que notre université puisse s'ouvrir sur la Caraïbe et pourquoi pas fasse partie d'un grand ensemble. Donc de ce côté-là, c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis évidemment, nous ne venons plus ici, et on se l'est dit plusieurs fois, on ne vient plus ici simplement pour dire nos opinions, essayer d'éclairer la vision de nos compatriotes avec nos angles, parfois qui s'opposent, mais nous venons aussi retrouver des amis. Voilà. Et moi, chaque semaine, je suis heureuse de retrouver mes amis sur ce plateau. Et Philippe Saint-Cyr était un ami cher, avec qui, par ailleurs, on échangeait des petits messages sur WhatsApp, on s'appelait, on prenait le camo, on n'était parfois pas d'accord, parfois d'accord, des fois on s'échangeait quelques mots. Et puis, mais sur le plateau, oui, vivait notre complicité, on se taquinait. Alors, ça se voyait pas, ça se voyait beaucoup à l'écran, parce que tout le monde m'en parle. Mais souvent, beaucoup n'ont pas vu les grimaces qu'on se faisait, les clins d'œil qu'on se faisait, les tentatives de déstabilisation quand l'un ou l'autre prenait la parole, et le grand respect que j'avais pour lui et qu'il avait pour moi.
avec nos âges respectifs. Donc, je considérais qu'il fallait que je le respecte plus eu égard à son âge. Et il exigeait de moi que je le respecte plus eu égard à son âge. Et nous étions d'accord sur ça, mais ça ne nous empêchait pas de partager une grande affection. Et ce 12 octobre, dernier jour où il a été sur ce plateau, on s'est beaucoup taquiné d'ailleurs. Et à la fin de l'émission, il m'a dit ouais, on s'est taquiné beaucoup aujourd'hui, quand même. Je lui ai dit oui. Il dit comme d'habitude. Il me dit tu penses que les gens savent qu'on s'aime beaucoup? Je lui dis je pense que oui, ils le savent, mais nous des gens on le sait, c'est bien. Il me dit oui, ça c'est bien. Et on s'est serré dans les bras. Et c'était la première fois qu'on faisait ça. Je sais pas, voilà, le destin fait qu'il est parti, que je suis triste, soulagée de lui avoir dit, parce que parfois on se le dit pas assez, que c'était un homme exceptionnel. Et comme l'a dit Dany, il venait nous bousculer, quoi. Moi, j'arrive avec ma fougue, 30 ans, 40 ans, 30 ans de moins. Donc, évidemment, il est has-been et moi, je suis moderne. C'est dans l'ordre des choses. Et non, en fait, c'est lui qui était moderne. Il était super moderne. Il était, mais d'un optimisme, surtout là où nous baissions les bras sur une société que nous n'avons même pas vue autant que lui. Il était plein d'espoir, alors qu'il a dû connaître des jours bien meilleurs, même dans son regard sur la société, le monde. Il a dû connaître des jours bien meilleurs, il a dû voir des horizons plus clairs. Et pourtant, lui, il voyait que la lumière. Là où nous avons pu voir des zones d'ombre, il ne voyait que la lumière. Et il m'a dit, mais sois positive, regarde les choses, ne regarde pas fais ton constat, qui peut être grave, mais trouve des solutions qui vont éclairer. Et c'est comme ça qu'à chaque fois il revenait, il disait oui, j'ai de l'espoir pour tel sujet, oui, j'ai de l'espoir pour l'appel de Fort-de-France, oui, j'ai de l'espoir pour l'éducation, oui, j'ai de l'espoir pour la formation professionnelle, oui, je suis heureux que avec Charles nous ayons pu faire ce que nous avons fait, parce que c'est un pas supplémentaire, parce que c'est une façon d'offrir à notre jeunesse martiniquaise les moyens de se former, de connaître la formation, de connaître la qualité, d'avoir de l'ambition et puis de rester aussi chez elle, d'apporter quelque chose. Et c'était aussi un porteur de l'idée du travail et de l'effort. Voilà. À 80 ans, il n'a jamais lésiné sur le fait de devoir travailler pour produire des résultats. Et je crois que dans la pensée, il faut qu'on le redise à nos compatriotes, nous ne venons pas non plus ici les mains dans les poches. Lorsque nous venons au-devant de vous, Philippe, comme tous les autres, nous faisions un devoir pour les téléspectatrices et téléspectateurs, mais pour nous-mêmes et entre nous, de préparer les émissions, de préparer nos arguments et de travailler. Donc de travailler les sujets pour pouvoir en débattre avec acuité, avec justesse. Il va me manquer, là tu vois, t'es à sa place, donc j'ai le réflexe de regarder comme ça parce que Fred Lordino ce soir tu es à sa place. Tu es plus agressif, mais tu lances des petits pics, mais Mankeni t'en répond peut-être pas maintenant, pas à l'heure où je rends hommage à Philippe, mais toujours tu as le serré dans tes bois. Peut-être. Non, mais le pire, c'est que je suis fondamentalement martiniquaise et Fred et moi, on a déjà eu l'occasion de parler, donc on va reparler. Mais tout ça pour dire, voilà, que oui, c'était un homme profondément à gauche, qui a peut-être d'ailleurs dans ces dernières années exprimé avec encore plus d'empathie parce que sa réserve, son éducation faisait qu'il y a des choses qui ne révélaient pas obligatoirement, il se révélait pas facilement, il avait une retenue et je l'ai vu par contre, voilà, j'ai vu l'évolution de son envie de faire valoir, de faire savoir son insatisfaction par rapport à certaines choses, sa tristesse, son désarroi, là par rapport à l'actualité, par exemple, du conflit israélo-palestinien. Voilà, c'était un grand homme et on perd un grand homme, un grand penseur.
On perd un grand travailleur et je lui souhaite un bon voyage. Je sais qu'il va en paix et je sais qu'en plus, je ne sais pas s'il aurait pu souhaiter ou espérer un meilleur départ. Il était sur une rampe montante et il aurait détesté avoir eu à s'ennuyer, à dépendre des gens, à manquer d'autonomie, à ne plus pouvoir conduire, à ne plus pouvoir faire un tas de choses. Et partir quand on est dans l'élan, parfois il n'y a rien de plus beau. Et je pense que là où il est satisfait de nous avoir quittés comme il nous a quittés, en laissant des choses encore à faire et en laissant des horizons et des lumières allumées. Voilà. Bon voyage à toi, mon ami. Merci beaucoup, Béatrice, pour ton message chargé d'émotions que nous comprenons très bien. Et donc, moi, il me reste à dire quelques mots également. Alors, je vous rejoins tous. On a tous eu une relation particulière avec Philippe. Et moi, ici, j'ai constaté combien Philippe était amoureux du droit. Combien il était un esthète du droit, c'était un penseur, il pensait le droit. Et il disait même que le droit, c'était une discipline artistique. Vous vous rappelez ? Il parlait même du droit comme une discipline philosophique, en disant qu'avec le droit, on pouvait comprendre les choses, on pouvait même comprendre les humains et parfois casser, diffracter la réalité de manière à lui donner un petit peu de profondeur. Je me rappelle très bien de nos débats, avant ou après. Et Philippe, alors que moi, j'ai vraiment un B aussi en matière de droit, je ne connais pas, mais... J'ai plutôt l'impression que c'est mathématique. Non, avec lui, ça prenait un aspect. Sensualité. Voilà, c'était presque sensuel, tout à fait. Et puis, il avait toujours l'amitié de rester et puis de nous expliquer. Même quand il avait fini sa démonstration à l'émission et qu'on n'était pas satisfait, on restait. Après, on devisait et il continuait d'expliquer avec la même pédagogie, avec la même passion, la même fougue. Et vous l'avez tous dit, mais d'une élégance, d'une courtoisie et puis d'une intelligence incroyable. Et mon expérience à moi, les jours derniers, Béatrice a eu l'amitié de le rappeler, c'est que quand on était ici à la faveur d'une émission, et après il me dit, écoute, je veux te voir, il faut absolument que nous fassions quelque chose, parce que je suis président du Conservatoire national des arts et métiers. CNAM. Mais le CNAM, mais toi, tu as l'IMFPA, l'Institut martiniquais de formation professionnelle, il faut absolument que nous voyions de quelle manière on puisse faire joindre ces deux institutions. Nous enseignons des métiers, nous avons une trentaine de formations, une centaine de métiers, qui dépendent du répertoire national des certifications professionnelles. Quand on dit la formation professionnelle, ce sont des métiers. On vient chez nous, à l'IMFPA, apprendre un métier, c'est-à-dire on a un petit peu de théorie, mais on a surtout de la pratique et on met les hommes, les stagiaires, en situation d'apprendre un métier véritablement. Et le CNAM, il s'adresse davantage à des personnes qui ont déjà le bac ou qui sont déjà des professionnels, mais qui veulent monter en compétences et qui affinent leur formation de manière à acquérir un bagage, qu'il soit au niveau de la licence, de l'ingénierie ou du doctorat. Et on s'assoit et Philippe, comme à son habitude, toujours très à l'aise de m'expliquer qu'il y a possibilité de faire les équipes se rencontrer pour qu'on puisse cimenter les deux formations qui sont, mais vraiment quasiment du point de vue de la formation, qui sont dissemblables. Nous, on prend des personnes au niveau de la troisième, au niveau du BEP, et on les amène au niveau du bac ou du BTS, mais ce sont des formations fondamentalement pratiques et professionnelles, tandis que le CNAM, c'est davantage ingénieur. Et on fait se rencontrer les équipes à l'IMFPA. Alors, il vient avec son équipe dirigeante et moi, je suis avec le directeur général et puis la ligne managériale de l'IMFPA. Et puis, il explique son idée. Et petit à petit, chemin faisant, avec les échanges, les équipes de l'IMFPA, le directeur de l'IMFPA, le directeur de la pédagogie, reformulent en essayant de trouver des passerelles de manière à ce que nos stagiaires puissent, dans un cursus qui serait adapté avec une année de formation complémentaire, qui serait adapté, et la possibilité pour nos stagiaires d'entamer un cursus dans certains domaines au CNAM.
Et donc, les équipes travaillent pendant 7-8 mois. Et c'est dernièrement, me semble-t-il, c'était en avril ou mai, que nous avons donc signé les premières... disons que nous avons signé donc la remise des diplômes aux premiers stagiaires IMFPA qui rentraient au CNAM. Donc on en a eu une douzaine dans des filières très particulières. Et Philippe était vraiment très très heureux, moi aussi, de voir que son idée avait pu être formalisée et que les équipes avaient pu faire que cette création se fasse. Et puis, il avait proposé le nom de l'Université de la formation professionnelle de la Martinique. Alors, on n'a pas validé de manière officielle, mais c'est comme ça qu'on l'appelait. Et donc, c'est une institution qui existe, puisqu'on a signé des documents, et on va poursuivre le travail de manière à officialiser un petit peu plus cette démarche. Je vais voir qui de droit pour lui demander de venir rehausser l'action par sa présence. Et je veux aussi remercier tous ses collaborateurs, Jean-Émile Saint-Fort, Monsieur Pierre-Louis, mais aussi Bruno Marquez qui a énormément travaillé et collaboré avec lui, qui était en permanence en contact avec lui et il était tout fier de nous parler de leurs derniers travaux parce que Philippe a toujours été un homme de recherche et quand on lui posait la question bébé, moi on lui disait mais alors tu peux pas nous révéler, il nous disait pas encore, ça vient et quand ça va sortir, eh bien ça va rebattre quelques cartes. Donc voilà ce que je voulais dire aussi. C'était un grand homme, vous avez dit l'essentiel et surtout je crois qu'il faisait l'unanimité, ça il faut le dire à la famille, Madame Saint-Cyr et sa fille, il faisait l'unanimité, tout le monde était d'accord pour reconnaître que c'était un homme adorable. Voilà. Donc, effectivement, bon voyage Philippe, et puis nous te regrettons déjà. Alors je voulais quand même, Emmanuel Granier m'a remis une carte, et c'est une carte qu'un téléspectateur a envoyée. Alors j'ai reçu d'autres messages, de très beaux hommages, mais je n'ai pas l'autorisation de ces personnes, mais de très beaux hommages qui ont circulé sur les réseaux sociaux à propos de Philippe, notamment un certain monsieur Mastaï, qui a écrit quelque chose de très très beau, à propos de Philippe. Mais cette carte nous a été adressée ici à Emmanuel Granier, au chroniqueur du kiosque. Philippe Saint-Cyr n'est plus, c'était un homme cultivé, modeste, et le même respect pour chacun. Il nous a beaucoup apporté, dans une ambiance toujours bienveillante. Il convient d'en garder le souvenir. Je suis, par la pensée, en solidarité avec les amis du kiosque. Donc c'est monsieur Emmanuel Lucien. Donc on vous remercie beaucoup, monsieur Lucien, pour votre carte qui nous touche beaucoup. Voilà pour cet hommage. C'est un conseiller général. Voilà, donc si vous avez... et puis nous, le kiosque Zouk Télévision recevra sans doute d'autres hommages, mais en tout cas on voulait vous témoigner, enfin vous dire ce qu'on savait et ce qu'on ressentait de la disparition de Philippe et moi-même. Bébé, je ne vais pas verser de larmes, mais tu vraiment... l'as déjà fait. Tu l'as fait en douce. Ouais. Voilà. Juste dire merci à Odile Lagarde, dire merci à Francette Aubifol, dire merci à Nick Nikos, sur les réseaux, en tout cas c'est les noms qu'il porte, à Ninis Chacha, à Dominique Norbert, à Safiro Rosemin, Dominique Collat. Toutes ces personnes qui aussi sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook de Zouk TV ou la mienne notamment, ont tenu Marilyn Lafine à nous exprimer vraiment toute leur solidarité dans ce moment qu'ils savent être un moment difficile pour des amis qui perdent un ami précieux. Voilà. Très bien. Bon ben voilà, donc oui. Juste un petit mot, je t'en prie. Comment faire vivre la pensée de quelqu'un qui nous a quittés, ce qui nous attend tous. Nous en avons une idée. Eh oui. C'est par exemple en faisant qu'il y ait la publication qu'il prévoyait de faire avec ses collègues chercheurs, deuxième volet sur l'octroi de mer, qui sera le sujet fiscal des
3 années, puisqu'en 2027, le gouvernement l'a annoncé, il y aura une modification du régime de l'octroi de mer. Et ce serait bien qu'il y ait des Martiniquais qui conduisent cette réflexion, les chercheurs. Et là, il y a une petite idée, de suggestion, Charles, c'est que la collectivité de Martinique accompagne ce groupe de chercheurs. Ben, ils ont en monnaie code pour faire une étude de 50 000 €, ben, ça pour ça chercher. Oui, ça c'est pour faire travaux sérieux, pour payer mon, pour faire recherche, parce que ça constate qu'on moi-même, moi lis ça semaine là, le gouvernement a parlé dit en fameux rapport faire dit. C'est-à-dire c'est ça qui a fait la référence. Et moi-même le rapport là, je ne pas payé parce que mais il y a beaucoup plus que 60 000 €. Et pour raconter des bagailles qui ne sont pas claires. Michel, nous commençons d'accord avec ça. Donc, c'est-à-dire que c'est M. qui a dit qui c'est M. qui a dit, parce que c'est là débat. Et quand Philippe Saint-Cyr et puis d'autres Martiniquais opposés, et puis il a montré chiffre là, puis que ça c'est M. Lé, en fait, fusionner l'octroi de mer et puis la TVA, au CTVA, et puis bas l'État en main, on l'a la TVA. Et puis il dit, ça l'argent m'a récolté, en partie en dit. C'est ça qui, le fond du projet, alors qu'il est, ça veut dire gouvernement, du monde qu'il a, c'est-à-dire que il y a qu'à faire monde comprendre que l'octroi de mer, sans bail qui plus complexe, il n'y a pas jamais autant le roi complexe comme ça. Mais moi, je ne pas jouer dans la vie politique, en l'eau, technocrate, préfet, sous-préfet, toute qualité monde, pour expliquer moi le calcul des dotations que y a les collectivités. Tout le monde a regardé le congrès de maire où les séjours là, là tellement complexe, moi-même, moi, essayé de lire, il y a des textes pour essayer, qu'on ne peut pas arriver trouver résultat par ou même sans petit poignet technocrate gouvernement qui arrive du pour qui c'est tant niveau de dotation à la ONU que par l'autre là. Et même là qui a risqué d'arriver sur l'octroi de mer. Et là je pense que pour sortir du blabla, il faut parce que moi essayé de faire ça très modestement. Il m'a écouté et lit surtout ça Philippe Saint-Cyr a écrit puisque maintenant président de la commission des finances et était en commission octroi de mer, et lui, Bruno Marques, et puis aussi Saint-Fort, Jean-Émile Saint-Fort, il y a une thèse qui est intéressante. Il a dit que finalement, le débat sur l'octroi de mer, c'est le débat sur les marges commerciales des distributeurs. Et ça, je pense que faut nous prendre ce sujet-là et que nous jouons carte sur table. C'est trop long, peut-être moi qui dis 2 mots tout à l'heure, parce que mon côté en Martinique est très intéressant. À TV, il faut que je dise ça, qui était M. Alexis Gouillet, le patron des patrons de la banane. Et il développe un certain nombre d'idées, mais c'est peut-être tout à l'heure, nous qui parlons de ça, et sur le rôle des marges dans le business martinique, y compris dans le business bananier. Tout à fait, tout à fait. Alors, je voulais faire, Michel, rebondir sur ce que tu disais. Est-ce qu'on a une estimation de ce que représente l'octroi de mer? Il semblerait que ce soit entre 2 et 2,5% du prix, alors que la TVA, c'est de l'ordre de 7-8%. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, le petit ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure, dans l'incidence sur les prix et l'incidence sur les budgets des ménages. C'est pas tout à fait pareil. Bon. Mais en gros, l'incidence sur les budgets des ménages, c'est 6,5%. Et la veille de sa mort, précisément, Philippe nous a dit... sa maladie, oui. La veille de son... Philippe nous a dit à la réunion du Lamentin qu'ils avaient refait les calculs et que c'était 5%. C'était 5%. Donc 4,5 et 5%. Bon. Sur les prix ou sur les ménages? Sur les ménages. L'incidence dans les budgets des ménages. D'accord. OK? Bon. Donc, sur les prix, c'est de l'ordre de 7-8%. D'accord. OK? Bon. Alors, ce sont des choses que l'on sait. Bon. Bon, je ne vais pas trop
disons en gros que, quand même, la collectivité territoriale de la Martinique n'est pas aussi nulle qu'on le dit. Chaque année, l'Europe contraint la collectivité territoriale de faire un rapport sur l'impact économique de l'outre-mer, et la collectivité paye un cabinet d'études, je peux donner son nom, le cabinet de Margy, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, j'ai été à la commission des finances de la CTM, et Fred était membre de cette commission, et nous présentions ce rapport. Par conséquent, alors nous savons très bien quelle est l'incidence de l'outre-mer, et que l'incidence de l'outre-mer est inférieure à l'incidence de la TVA. OK? Donc par conséquent, l'accusation du fameux rapport Ferdi, qu'on peut de nouveau en reparler, mais puisque le fondement de la démarche de Bruno Le Maire et du ministre Vigier, c'est ce fameux rapport Ferdi. Bon, donc, mais ce n'est peut-être pas le moment de dire ça, mais le moment venu, nous allons nous appuyer sur les analyses qui ont été faites sur ce sujet depuis déjà au moins 2 ans, et on s'appuiera sur la petite brochure actualisée de Philippe Saint-Cyr, Bruno Marques et le 3e Saint-Fort, oui. N'est-ce pas? Bon, pour pouvoir apporter des arguments sur ce débat. Mais c'est un débat, effectivement, ce que dit Lordino est vrai, c'est un débat important qui a un aspect technique et un aspect politique. L'aspect technique, c'est grosso modo que l'outre-mer serait responsable de la vie chère. Bon, en gros, hein, bon, on peut démontrer, et que ça ramène... Ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on jette notre nez dans les marges commerciales. OK? Ce qu'on appelle les partisans du statu quo. Oui. Bon. Et puis, l'aspect politique auquel était partisan, et que rappelait Philippe Saint-Cyr, il rappelait que l'outre-mer a été, avec, assez paradoxalement, Napoléon III en 1866, un des éléments de l'autonomie fiscale de la Martinique, qui a été une autonomie la plus étendue que nous ayons jamais eue au cours de l'histoire, et que nous devrions retrouver. Voilà. Voilà, très bien. Alors, Daniel Chaumet, visiblement, non, attends, je te relance. L'octroi de mer, ça représente entre 40 et 45% du budget des collectivités. Ouais. Donc c'est alors, il y a 2 sujets. En termes de recettes, bien sûr. Il y a le contexte dans lequel ce débat intervient, c'est celui de la cherté de la vie, qui est un débat qu'on ne peut pas occulter quand on est un responsable politique. Et nous-mêmes qui tout café cousse-nous, puisque moi, régulièrement dans le supermarché, nous avons bouclé, nous avons montant ces prix. Il m'a quand même dit qui m'en est mon professeur. Bon, je ne fais vraiment pas partie de la catégorie sociale martiniquaise qui est la plus à plaindre, mais tout de même, depuis quelque temps, je connais le prix au kilo de tous les produits que je prenais d'habitude sans regarder, sans compter. Donc c'est dire qu'il se passe quand même quelque chose qu'on ne peut plus occulter. Et c'est vrai qu'on avait ce débat avec Philippe sur beaucoup de gens qui préfèrent s'abriter derrière les légendes et la fainéantise. On est souvent dans la politique du bouc émissaire. Ah, ça c'est l'octroi de mer, c'est un tel, c'est ça. Et Philippe était dans l'exigence, dans le travail. Il démontrait, oui, effectivement, qu'il y avait des surcoûts qui étaient l'octroi de mer, mais ces 4,5%, c'est le dernier chiffre que je l'ai vu présenter lors de la conférence, n'était pas significatif de ce qu'était l'évolution, la tendance d'évolution générale des coûts. Et qu'il y avait sans doute là des marges de manœuvre sur lesquelles il fallait se concerter. On prenait l'exemple, on va dire, le contre-exemple à cela, c'est celui de l'eau potable, ou de l'eau que nous produisons localement, d'accord ? Et il y a quand même un élément sur lequel on ne peut pas se fermer la porte, c'est celui qui consiste à avoir finalement cette contribution qui sert effectivement les collectivités, significativement, qui n'a pas son pendant en France métropolitaine, a aussi l'objectif de booster, pour dire les choses simplement, la production locale et l'industrie locale.
Et de ce point de vue, il y a là une réalité, c'est que sur les 20-25 dernières années, on ne peut pas dire que le poids de l'industrie en Martinique est significativement augmenté, et ce qui laisse pour les défenseurs, en tout cas du statu quo, une opportunité à dire, mais voilà, mais ça n'a pas qu'à sa vie. Donc il y a là la démonstration que oui, c'était une manque de prise de responsabilité, et il disait d'une certaine manière, c'est le prix de la responsabilité que d'assumer une fiscalité locale, mais on ne peut pas la déconnecter de la performance que doit servir ce choix politique d'avoir une fiscalité sur l'industrie. Et de ce point de vue, sans doute qu'il y a, et c'était la position de Philippe, il faut que nous soyons au cœur du dispositif de la réforme, plutôt que de voir, comme dans beaucoup de domaines, des réformes nous arriver avec des logiques préconçues et souvent dans lesquelles les acteurs politiques martiniquais viennent en aval, alors qu'en réalité, quand on se prétend autonomiste, j'ai envie de dire, assumer une fiscalité et faire le choix, arbitrer une fiscalité locale est quelque chose d'important. Et le petit débat que j'ai avec Philippe, et ça rejoint moi mes convictions, non pas d'écologiste, je préfère dire que je suis un politique qui pense la soutenabilité de nos choix politiques. Il y avait une forme d'aberration dans cette fiscalité qui évacuait la dimension de la durabilité. Et que lorsque l'on regarde les grands mouvements du monde, aujourd'hui, les éléments tels que la crise climatique nous condamnent, nous font l'injonction de consommer et de produire autrement. Et localement. Et moi. Donc le local, c'est une conséquence. Donc localement, sans doute, la vraie mutation vers laquelle nous avons du mal à aller, c'est plutôt que d'asseoir notre fiscalité sur la consommation, de l'asseoir sur ce que j'appelle la performance écologique. Et là, tu construis de telle façon, tu as des dispositions fiscales qui sont valorisées, plutôt que d'aller vers le punitif, dans un premier temps. Et Philippe, il avait accroché à cette idée. Il dit, effectivement, on ne peut pas être dans un mouvement où la question du climat et des choix pour demain et après-demain sont aussi décisifs, et finalement avoir une fiscalité qui est assez imperméable à ces enjeux déterminants pour l'avenir de la planète. Voilà. Alors, Béatrice, je te demande de rebondir sur les poncifs. Les lieux communs servis à tout bout de champ par les ennemis de l'octroi de mer, notamment, par exemple, que ceux-ci comptent beaucoup pour les services publics pléthoriques des collectivités locales. Et puis, je sais que tu pestais pas mal, enfin, tu pestes encore pas mal sur la situation de monopole, de duopole ou d'oligopole de certains groupes qui, quelque part, ne veulent pas, qui préfèrent payer des amendes plutôt que de laisser la concurrence, enfin le service de l'État rentrer dans leur compte. Tout à fait. Et alors le fameux rapport Ferdi, il faut le dire, c'est un rapport donc qui a été commandé, qui est sorti en 2020, qui commence par d'ailleurs une phrase ou en tout cas qui introduit par un propos que Philippe réprouvait pratiquement à chaque fois qu'on parlait de l'octroi de mer. Non. L'octroi de mer n'est pas un impôt de Colbert. Non, ce n'est pas un impôt colonial. Oui, c'était un impôt maritime qui pesait sur, d'ailleurs, les municipalités. Enfin bref. Donc il nous a expliqué. Ça, c'était génial. Et donc on invite, à chaque fois, on présente d'ailleurs le petit livre, en effet, qu'ils ont coécrit avec Monsieur Marquès, avec Maître Marquès. Philippe avait justement ce soin, et d'autres, il faut que les intellectuels, en effet, martiniquais puissent s'en saisir et qu'ils soient aidés de ce côté-là à s'en saisir, à continuer finalement les travaux qui, de façon bénévole, puisque rappelons-le, lorsque le livre a été imprimé, il a été imprimé sur fonds propres. Philippe nous le disait, il le vendait, je crois, à 10-12 euros, mais au prix coûtant, c'est-à-dire qu'ils avaient payé auprès du libraire 12 euros et ils le revendaient 12 euros. Donc c'était une façon citoyenne et militante de faire valoir et de donner de la connaissance sur ce sujet. Et le deuxième opus doit sortir parce que il reprend et il a amendé un certain nombre de choses qui sont déjà dites, mais il rajoute en plus justement là la lumière, donc des solutions, parce que Philippe pensait quand même qu'il y avait en effet une réforme à entreprendre, mais que si réforme devait être entreprise, elle devait être à l'initiative de nous-mêmes. Bon.
Alors, il faut après redire à nos compatriotes une chose. On ne peut pas être dans une ambivalence permanente. Oui, il y a de la taxation qui pèse sur les prix. Bon. Oui, il faut néanmoins de l'impôt, parce que l'impôt permet de créer la solidarité. Et la solidarité, ça s'appelle, dans le langage peut-être le plus courant, que les gens doivent pouvoir comprendre, le service public. Tout à fait. Le service public. Le service public qui est proposé aux personnes, gratuitement ou parfois avec une contribution, c'est le fait de ramasser ce que l'on peut, de moyens financiers, pour pouvoir après redistribuer, offrir. Alors les gens de droite comme Fred vont redistribuer peut-être plus. Fred, tu catalogues. Qu'est-ce que tu as contre là? Mais tu dis peut-être quoi, pas de droite? Attends, pourquoi pas? Mais vu qu'il n'est pas de gauche. Vu qu'il n'est pas de gauche. Vu qu'il n'est pas de gauche. Il est de droite. Ou ailleurs. Ah oui, c'est vrai, il est en même temps. Pardon. Alors, permet en tout cas une redistribution, et nous souhaitions, en effet, quand on est de gauche, nous souhaitons que le service public soit évidemment majoritairement tourné vers les personnes et modifie de façon singulière le quotidien des gens. Ce qu'il faut dire par contre, et ça, Philippe était en train de l'étudier aussi, même si ce n'était pas sa spécialité, mais il regardait en effet comment arriver à décortiquer la construction des prix. Et là, on arrive à des murs, voilà. Et des murs très épais, avec des fers très larges, où on a des marges qu'il faut pouvoir observer, avec des entreprises chez nous qui ont des monopoles et qui refusent de publier leurs comptes, et qui préfèrent payer des amendes, et qui ne sont pas très sanctionnés par rapport à la faute commise, parce qu'il y a des petites entreprises que l'on va bien plus embêter lorsqu'elles ne publient pas leurs comptes que ces grandes entreprises qui ne publient pas leurs comptes. Ce que je veux dire, c'est que en ce moment, alors que beaucoup se serrent la ceinture, que des mères de famille ont réduit leur repas propre ou ceux de leurs enfants, le leur à un repas par jour et celui de leur enfant à la portion congrue. Il y a des personnes qui se font des marges indécentes dans notamment la grande distribution, l'automobile, les biens de consommation, l'eau, tout. Le béton. Le béton. Il y a un monopole en Martinique sur le béton. Mais c'est pas difficile de regarder ça. On regarde combien coûte la tonne de béton en France et combien coûte la tonne de béton en Martinique. Okay. Et voilà. Mais c'est pas aussi simple que ça. En Martinique, sans doute. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça, comparaison n'est pas raison, et vaut mieux du coup comparer avec la Guadeloupe. Voilà. Et la Guadeloupe, c'est 30% moins cher. Voilà. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas le monopole qu'on a ici. Non, mais... qui a décidé de fixer les prix. Et c'est pour ça que Philippe le répétait également. Messieurs, dames, la TVA, quand elle est gérée en France, c'est l'impôt, alors disons-le, la TVA en France est l'impôt qui rapporte le plus à l'État. D'accord ? Totalement. C'est pas l'ISF, c'est pas l'impôt sur les sociétés. C'est pas de 50% c'est du la budget. TVA. C'est-à-dire que quand les gens disent « Ouais, monsieur Tala, pas qu'à payer l'impôt », oui, tout le monde paye de l'impôt. Vous allez acheter une baguette, vous payez de l'impôt. Vous allez acheter une brique de lait, vous payez de l'impôt. D'accord ? Donc tout le monde paye de l'impôt. Qu'il soit d'ailleurs français ou pas français, hein, parce qu'on pourra en reparler, les gens participent du financement, du fonctionnement de la nation. Tout le monde. Et donc quand on a la possibilité localement et qu'on se dit un peu ouvert sur la chose martiniquaise et qu'on dit de là-bas en France, ils ne peuvent pas gérer, ils ne peuvent pas comprendre les réalités dans lesquelles nous sommes. Eh ben, on ne peut pas refuser de gérer une fiscalité qui est chez nous. Et donc on ne peut pas refuser d'avoir à pouvoir décider de ce que l'on va faire de nos impôts. Mais on doit pouvoir aussi être plus ouvert, expliquer davantage aux gens et préciser aux personnes que il faut qu'ils changent le regard, il y a peut-être une réforme à faire, mais ce n'est pas à cause de l'octroi de mer qu'on vous fait payer 20 rouleaux de papier toilette à 21 € chez Carrefour. D'accord. Alors, je vais te donner la parole, Fred, et ensuite Michel.
le béton, pas le bon exemple, mais le loyer de l'argent, les taux d'intérêt appliqués en Martinique par rapport à la France, ou alors la téléphonie. Le risque. Là, ce sont des exemples qui te parlent. Voilà. Les coûts bancaires, Voilà. qui n'ont rien à voir avec les coûts subis par les entreprises en France, en l'Hexagone, et puis en Martinique et en Outre-mer. Bon, on sait que il y a l'accès au crédit n'est pas le même pour les Martiniquais que pour un Français qui est dans des régions métropolitaines. Mais trop d'impôts tue l'impôt. Et l'homme de gauche ou de droite, il doit avoir le souci du pouvoir d'achat de ses concitoyens. On ne peut pas dire moins qu'on de gauche et pourquoi rien qui mettait l'impôt en les têtes ces gens. Le gouvernement qui a supprimé en l'impôt qu'on la taxe d'habitation, il a pas mon pouvoir d'achat. L'argent on peut prendre pour faire réparation caillou, pour un déichou. Si moun qui pas ni gros moyen, c'est ça, c'est du pouvoir d'achat. Et même pour moun qui ni gros moyen. Et ça dépend du montant taxe d'habitation. Certaines communes, il y a assez chaud. Bon, si on est en grand caillou, mais même en y a taxe foncière là. On a constaté, nous, ni 36 000 communes en France, Martinique, taxe foncière, nous parmi les 1500 communes les plus chères en France. En moyenne. En moyenne, oui. Nous avons dépassé, nous avons pété le plafond. C'est-à-dire, comment on a expliqué ça? Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, moi, là, entré en grève, la SMTVD. Zodi, yo par exemple, ramasser Zodi, rat que vie commence à nous, la Noël qui arrive, moun qui chante cantique. Mais bon, moun qui boire manger, nous qui comparer la ville de Paris, envahir pirate. Bon, même on a constaté, puis augmenter taxe d'enlèvement des ordures ménagères, moins ben la bien fait. Président SMTVD portait plainte contre X. X ça c'est que moun ça qui m'a fait qui détourner l'argent. On dit dans le syndicat. Mais l'impôt en les mouns qu'a tiré pouvoir d'achat. Et pour vivre à l'octroi de mer, nous avons une expérience. C'est pas fait. Il y a environ 200 différences, 200 positions tarifaires différentes entre la Martinique et la Guadeloupe. On les taux l'octroi de mer. Eh bien, on nous fait une expérience. On nous aligne pour nous, la Guadeloupe. Nous avons baissé l'octroi de mer et puis nous avons à quel niveau c'est prix à baisser Martinique. Mais des bails qui plus ou moins simples, mécaniquement, puisque. Ça c'est un diagnostic, effectivement. Vous n'avez dit, mais si nous baissons le prix, bon. Oui, bon, tu sais. Non, mais il y a une grande expérience qui a été faite. Oui, tu te rappelles pas? Sur l'harmonisation. Sur la restauration. Tu te rappelles? Oui, voilà. Et tu as vu que les prix de la restauration, ils ont baissé? Ben, c'est ça. Ah, d'accord. Qui a empoché marge là. Donc voilà. C'est-à-dire que, donc, mais on nous fait quand même. On nous baisse l'octroi de mer là. On nous mettait le même niveau puis la Guadeloupe. Et nous, de combien ces prix à baisser. Et la collectivité peut prendre même l'engagement, d'après moi, mais ça c'est un calcul pour faire, pour compenser la perte éventuelle de recettes d'octroi de mer pour les communes. Parce que il prend l'argent. Manquez deux côtés. Manquez deux côtés, pas casser tête. Manquez deux côtés, parce qu'il n'y a l'argent. Ce sont des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Ni l'argent. Attends, je vais te donner la parole. Je vais continuer de dire ça. Je vais continuer de dire ça. Ni l'argent à trouver, ni l'argent fonds européen à servir. Bon, ça c'est notre débat. Nous peut servir. Donc, parce que le système de calcul des prix, et moi pas qu'à tirer le moment et moi connaître dans moment Sainte-Marie, qu'à vendre de l'eau coco. Mais quel est le montant de l'octroi de mer de l'eau coco? Comment on a expliqué différence prix en bouteille de l'eau coco entre Guadeloupe et puis Martinique? Alors, il y a une plus grand, la Guadeloupe plus loin, comment on va comprendre? Il y a caché différemment, bouteille plastique là. Donc, qui prend de l'eau coco à la Guadeloupe? Eh bien, justement, Guadeloupe a coûté 5 €. Ici, il a plutôt 5,50 € et à 6 €. Mais non, alors tu vois le problème. Non, mais juste, tu vois le problème du Bagna. Tu vois le problème du Bagna. Mais non, ça c'est le prix. Non. La bouteille à 5 €. Béatrice, c'est ça. Vas-y, Fred, finis. Non, donc, on va pas aller au marché souvent. S'il vous plaît. Donc, Fred, vas-y, finis, puis Michel après. Donc, le calcul du prix, il ne repose pas sur les montants de taxes. C'est-à-dire que, je le répète, moi, je vais défendre mon gavon de l'Ococo en passant, je vais dire ça. Moi, il m'a imposé, c'est moi, mais la gavon de l'Ococo, l'asile,
du vieux parti, et puis tout ce coco à Ménian, c'est un produit local. La mairie, la CASEM ou bien la CTM, permettent des grands bennes, là. Mieux, Fred, maintenant, on fait des systèmes d'assainissement à partir de la... Et puis, nous pas faire des digressions, mais nous ne pas parler d'octroi de mer. Il parle de tout. Nous ne pas parler d'octroi de mer. Il mélange tout. Donc, attends. Donc, sur les taxes, dans la formation du prix, la taxe, c'est un des éléments. Derrière, il y a d'autres coûts. Et ce qui serait bon, ce sur quoi on devrait travailler, c'est sur l'ensemble des coûts qui participent à la définition d'un prix d'un bien. Et pour terminer, octroi de mer là, c'est nous, Martiniquais, qui payons. Pas jamais oublier ça. Bon. Alors, attends. Michel... Bon, je vais pas reprendre toutes les affirmations péremptoires et non démontrées de mon collègue. Bon. Nous parlons l'Assemblée. Bon. Il parle de Laissez-le parler. La comparaison. Laissez-le parler. La comparaison entre la Martinique et la Guadeloupe et l'outre-mer, la structure de l'économie de la Martinique et la structure de l'économie de la Guadeloupe ne sont pas les mêmes. Bon, je suis obligé de le dire. Le secteur productif de la Martinique est plus important. Et les secteurs dans lesquels il faut un octroi de mer pour protéger la production martiniquaise ne sont pas les mêmes qu'en Guadeloupe. Par conséquent... Non, mais quand tu parles de secteur productif, tu parles de l'industrie. De l'industrie. D'accord. Mais aussi l'artisanat. Mais aussi l'artisanat, l'agriculture, etc. Parce que l'octroi de mer a aussi un effet protecteur pour un certain nombre de productions, également agricoles. Bien. Donc, ça nécessite un examen sérieux. Bon. Alors, par contre, l'idée qu'il faut une analyse de la structure des prix, bon, c'est une chose que nous répétons et que je répète de plus en plus, constamment. Il faut effectivement, si on veut discuter sérieusement de la question de l'inflation et des prix, de la structure des prix de l'octroi de mer, il faut effectivement des analyses concernant la structure des prix et avec notamment les marges. Même dans une économie libérale, je te pose la question. Même dans une économie libérale, parce que l'économie martiniquaise est une économie, même dans une économie libérale, parce que l'économie martiniquaise est une économie insulaire, où il y a nécessairement, par la force des choses, la dimension de l'économie, des situations monopolistiques ou oligopolistiques, et on peut très bien, y compris avec les textes actuellement de la Constitution et de l'Europe, justifier une intervention de l'État dans ce domaine. Absolument. Notamment dans les produits de première nécessité ou bien pas en tout? Alors, je vais entrer dans une distinction un peu subtile, ce qu'on a les PGD, les produits de grande consommation. Ça va un peu plus loin que les produits de première nécessité. Y compris la bouteille de rhum. Bien sûr. D'accord, c'est une question que je pose pour les téléspectateurs. Mais bien sûr, puisque dans la bouteille de rhum, il y a le verre, et le verre vient d'Ukraine. Mais oui. Mais non, le premier producteur de verre... Mais oui, mais non, mais... Le premier producteur de verre au monde, c'est l'Ukraine. Mais le rhum, il a doublé de prix en 3 ans. La grande question qu'on peut se poser, c'est le vrai la guerre, parce que le rhum va revenir. Pour revenir à la fiscalité. Pour revenir à la fiscalité. La fiscalité, c'est un prélèvement, et ce qui compte, c'est la redistribution. Par conséquent, quand il y a une taxe d'habitation et une taxe foncière, c'est facile de faire de la démagogie, etc. Bon, attends, c'est facile t'as pas nommé. Bon. Mais le problème, c'est en face, il y a des services publics, crèches, écoles, transports. C'est ça, la situation. Et le service public, c'est le meilleur réducteur d'inégalité que l'on a évité, on a inventé dans la République. Par conséquent, tous les partis de droite et même d'extrême droite sont contre l'impôt. On baisse l'impôt. Et on va prendre l'argent où? Est-ce qu'on va prendre l'argent chez le CAC 40? Et on dit tout le temps que la TVA est un impôt injuste. Est-ce que tu es d'accord avec ça? La TVA est un impôt injuste dans la mesure où il s'applique indifféremment, suivant le niveau de revenu, à n'importe qui. Mais par contre, néanmoins, on peut moduler la TVA. Par exemple, malgré tout, nous avons une TVA en Martinique qui est de 2,1% sur les produits alimentaires. Bon, par conséquent, de la même manière,
la taxe, l'octroi de mer. L'octroi de mer sur le riz, c'est combien à peu près? Hein? L'octroi de mer sur le riz, c'est combien? L'octroi de mer sur le riz c'est une tarte à la crème que le patronat avance régulièrement, tout simplement parce que l'octroi de mer, sous l'octroi de mer, a une vocation protectrice pour une production locale. C'est tout. Mais dis-moi, et la TVA sur les bijoux? C'est une question que je... Oui, sur l'or. La TVA sur les bijoux est une TVA, à mon avis... Alors il y a 3 taux de TVA dans les départements d'outre-mer. Oui. Il y a un taux de TVA de 2,1% sur en gros les produits alimentaires, sur la plupart des produits industriels, 8,5%, et pour certains produits de luxe, 14,5%. 14,5%, d'accord, voilà. D'accord, très bien. Alors, je prends l'exemple, le taux normal de la TVA de 8,5%, en France, il est de 20%. Il est de 20%. Donc, ce qui explique pourquoi le cumul octroi de mer plus TVA, ici, est inférieur au taux de TVA en France. Donc, le surcoût qu'il y a dans les prix à la consommation ne vient pas de l'octroi de mer. Le taux moyen de l'octroi de mer est entre 9,5 et 11,5%. 11,5% plus 8,5%, ça fait 19,5%. Le taux de TVA, c'est 20% en France. D'accord, très bien. Voilà. Pour les plus élevés. Donc, c'est un faux procès. Bon, par contre, il y a des taux d'octroi de mer qui sont différents. Alors là, effectivement, une étude plus précise, il faut faire pratiquer ce qu'on appelle la modulation des taux d'octroi de mer. Il faut revoir la grille de taxation régulièrement en fonction de l'évolution de la consommation. Il y a des produits qui étaient fortement taxés pour lesquels il faut diminuer, d'autres produits qu'il faut taxer plus, et ça, c'est à la main des élus martiniquais et de se doter des outils, des mesures. Bon, il y a des gars qui font ça. Bon, il y a 2 fonctionnaires. On ne les nomme pas. On ne les nomme pas. Mais ils font son travail. Oui. Ils font son travail. Oui, tout à fait. Alors, Dany, et puis on va changer de sujet. Sans tomber dans la caricature de droite-gauche, oui. Droite-gauche, je pense qu'on ne peut pas échapper au débat de la performance de la mesure, parce que la fiscalité, elle a un dessin, elle est habitée par un projet politique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que on s'est beaucoup trop contenté, sans doute politiquement, que l'octroi de mer remplisse la mission qui consistait à donner des moyens aux collectivités. Pas seulement ça. Je sais. Mais on s'est sans doute peut-être trop contenté de cela et pas suffisamment interrogé sur les arbitrages fins qui auraient permis qu'il y ait un lien visible et des choix que vous pouvez ne pas partager sur les trajectoires qui sont prises en matière de taux d'octroi de mer. Alors certes, le taux d'octroi de mer sur le riz, c'est la tarte à la crème, mais j'ai du mal à comprendre que les taux soient ce qu'ils sont, alors que nous ne sommes pas producteurs de riz, nous mettons du riz en sachet. Je serais, moi, dans un contexte où nous disons que nous voulons que la Martinique soit une île durable. Alors, excuse-moi, explicite s'il te plaît, ce que tu viens de dire là. On met du riz en sachet, parce que pour les téléspectateurs, explique. C'est-à-dire que la fameuse... L'esprit de l'octroi de mer, c'est de protéger la production locale. Voilà, et donc ça veut dire que quand le riz arrive ici, c'est pas notre production. Non. Et le fait de le mettre en sachet, il prend le statut de ce qui pourrait être une production de riz. Il y a une transformation. Bon. Donc, ta conclusion. Donc, de manière artificielle, on vient taxer un produit qui est bien. Attends, laisse-le finir. Non, de manière détournée alors. C'est peut-être le mot parce que. Attends, laisse-le finir, Michel. Je t'écoute attentivement, oui. Michel. Je dis de manière injustifiée parce qu'il ne s'agit pas d'une production locale au sens de ce que je pense l'esprit défendu par l'octroi de mer de Philippe Saint-Cyr, nous défendons les productions endogènes, viennent de mettre un coup, à mon avis, sur un bien dont tout le monde sait qu'il est consommé de manière très courante. Mais, comme le dit aussi Michel, et il a raison de le dire, quand tu regardes les décalages qu'il y a entre la TVA et les éléments apportés par l'octroi de mer, il est évident que ce n'est pas l'octroi de mer qui génère
au sens large, de manière structurelle, les surcoûts et les injustices de coûts que nous subissons. Mais c'est parce que nous portons, et souvent, et c'est peut-être la dialectique des débats, on est dans... Tu peux spécifier parce que non, parce que, en fait, c'est ce que Charles te demandait, pour permettre de comprendre. Tu as dit, le riz est taxé, c'est ridicule. Il est taxé à combien ? Lequel qui est taxé ? Celui qui rentre ou celui qui est local ? Le riz est taxé à 22%. Okay. À 22%. Voilà. Donc il a taxé à 22%. Celui qui rentre. Celui qui rentre. Tout le riz, il n'y a pas de production de riz ici. Okay. Donc celui qui rentre est taxé à 22%. Quand tu achètes un riz Uncle Ben's, on le taxe à 22%. Parce qu'il est identifié que nous avons une production locale de riz, alors que bon, on y va un monde qui a metté des riz en sachet. Quand tu regardes ce que ça génère comme coût et pour l'usager et le bénéfice pour la dite entreprise, on appelle ça des effets de rente. Donc il faut pouvoir s'attaquer à toutes ces niches de rente qui sont, j'ai envie de dire, des alibis pour ceux qui ne veulent pas changer les choses. Mais quand on regarde, par exemple, moi j'étais attaché à la question de l'environnement, encore une fois, j'y reviens. Est-ce qu'on peut aller avoir sur une île de 1000 km² le même regard sur un véhicule qui rentre ? Quand vous achetez une voiture, dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que c'est ? Une épave. C'est une épave. Quelle est la fiscalité qui engage ta responsabilité, qui fait que demain matin, on vienne collecter ton épave, on la traite et on en fasse du clou, du grillage, ce qu'on appelle vulgairement de l'économie circulaire ? Aucune. Donc il y a là une lacune. Alors, si on vous peut acheter en Porsche et vous mettez en 1000 € en lait, c'est pas grand-chose. Si on vous achète en Tiloto... 1000 € de quoi ? La fiscalité écologique, là. Quelle fiscalité, quel impôt ? Lequel ? Une nouvelle. Une fiscalité écologique additionnelle, comme Camille dans... Et qui le fait ? Taxe carbone Martinique. Qui ? Quelle autorité ? Nous parlons de l'autonomie. Ah bon, un gouvernement autonome martiniquais. Non, ça, moi j'ai des positions politiques de principe. Dans le cas actuel, 174, Michel. Je parle de position... Dans le cas actuel. Je parle de position politique. Excuse-moi alors. Aujourd'hui, la collectivité a des marges de manœuvre pour fixer les taux d'octroi de mer. Maintenant, je te dis, je ne serais pas en disant que sur ces sujets-là, on assume que lorsqu'on achète une voiture, notre responsabilité de citoyen, notre responsabilité environnementale, comme quand tu tires la chasse, comme quand tu mets un papier dans ta poubelle, que tu es un moyen à terme de traiter ce futur déchet. Bon. Ce sont des choses qui sont peut-être là, qui ne sont pas compréhensibles dans l'immédiat. La réalité martiniquaise, c'est que nous avons acheté 20 000 lotos par an, hein, et nous avons traité la moitié. Donc, ce qui fait que Martinique plein pied VHU, et cela n'a pas que des conséquences environnementales, ça a des conséquences sur la santé, sanitaire, la musique, etc. Donc, la question, c'est pas juste dire je mets un taux, c'est dans quel environnement, quel est le projet politique qui porte les choix que nous ferons en matière fiscale. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une insuffisance dans les choix à faire pour demain. Bon, alors, Béatrice et ensuite Michel. Dans le monde idéal. Attends. Mais c'est celui que je veux construire. Dans le monde idéal, à l'heure actuelle, non mais je tiens quand même à dire aux citoyens que dans le monde actuel, aucune autorité, ni municipale, ni de la CTM, n'a le pouvoir de faire ce que dit monsieur. Bon, alors, Béatrice et ensuite Michel. Juste dire, j'ai entendu l'exemple de Dany et il rebondit en fait sur l'actualité qui a été celle de la France en 2019, qui était celle des Gilets jaunes, fin du monde, fin du mois. D'accord ? Oui, il faut s'attaquer là, par exemple, à 22% de taxation sur le riz, quand on sait combien on mange du riz ici, et se poser la question de l'efficacité, évidemment, là, de l'opportunité quand même qui peut être saisie de taxer un produit qui est autant consommé. Bon, encore une fois, peut-être qu'il faut que nous nous armions. Par contre, de spécialistes qui vont nous permettre de décortiquer les prix, d'être un peu plus explicite, d'être un peu plus dans l'explication et le détail de la construction du prix, parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Je vous assure que moi, je suis allée il y a 2 semaines avec mon filleul faire les courses. Ça fait à peu près 1 an que je ne sors pas avec un caddie plein. J'ai 2 sacs. Je ne sors jamais à moins de 200 €. D'accord ? Et je ne prends pas
de viande fraîche, je ne prends pas de poisson frais. Et je ne mange pas tellement de cochonneries. Donc des choses basiques, ou des lardons, de la morue, de machin, des fruits, des légumes, 200 balles. Très cher. Oui. D'accord. Bon, donc il y a un moment, il va falloir qu'on arrive à comprendre. Il y a un moment aussi où dans les collectivités... Alors, on s'était entendu sur ça avec Philippe. Je lui disais, tiens, il y a quand même un truc qui est assez suspect. C'est que sur un ticket de caisse, au final, en France... Au bas du ticket de caisse, il y a marqué TVA, 20,6%. Ici aussi. Il n'y a pas les différents niveaux d'octroi de mer. On ne sait pas ce qui est appliqué. Ah non, il y a pas d'octroi de mer sur le ticket. Non. Ah. C'est vrai. Donc on ne sait pas ce qui est appliqué. Elle est où la transparence? Je ne sais pas, moi, si... Parce qu'il y a les stagiaires qui sont sur les ordinateurs. Tu sais, c'est toujours l'erreur du stagiaire. Hein? Je ne sais pas, moi, si sur certains produits, il n'y a pas 22% alors qu'il devrait y avoir 2,1. Je ne sais pas. Je suis incapable de vérifier ça sur mon ticket de caisse. D'accord. Michel, tu voulais réagir, hein, parce que la lumière est déjà allumée. Bon. Non, ben, tu vas réagir. Bon, tu voulais réagir. Je suis très bref. Oui. Je suis très bref. J'ai déjà répondu à la question. La question, c'est que pour savoir la structure d'un prix, oui. Ce qu'il y a dans un prix, il y avait une administration qui s'appelait la direction de la concurrence et des prix, qui avait le pouvoir de demander à un commerçant quels étaient les éléments qui constituent son prix. Bon, par conséquent, la revendication que l'on devait porter, c'est de nouveau, dans les départements d'outre-mer, de redonner ce pouvoir de dégager à la structure des prix. Bon, il n'est pas impossible d'obliger. L'octroi de mer est perçu à l'entrée du territoire, sur la base du prix CAF, du prix assurance. Autrement dit, quand le produit a payé le transport, il arrive ici, sur la base de ce qu'on appelle le prix CAF, le coût assurance fret, il paie l'octroi de mer. Bon. Et l'octroi de mer est intégré dans la structure des prix. Bon. Rien n'empêche d'obliger les commerçants d'indiquer sur leur facture le montant de l'octroi de mer. Non, mais quand tu me parles d'octroi de mer, du point de vue des produits et les services. Les services, il n'y a pas d'octroi de mer sur les services. Il n'y a pas d'octroi de mer sur les services. Et alors, le problème, tu as raison de soulever ce problème, c'est que à l'heure actuelle, l'augmentation de la TVA, le remplacement de la TVA, de l'octroi de mer par la TVA, risque d'augmenter le prix des services. Voilà. Or, si on prend de manière macroéconomique, les Martiniquais consomment beaucoup plus de services que de produits alimentaires. Tout à fait. Et je vais te donner la parole, toi, le chef d'entreprise, parce que le ticket de cinéma aujourd'hui, je sais pas, il est de 10,50 €. Je sais que moi, je paie 8% de 10,50 € quand je vais au cinéma. Ou alors une consultation médicale, ou alors une plaidoirie d'avocat. N'importe quel service est taxé par la TVA. Alors peut-être qu'il faut aujourd'hui, justement, penser à un élargissement, parce que de la base pour l'octroi de mer et élargir l'octroi de mer à un certain nombre de services. C'est une discussion que nous devons avoir. Mais je vous le dis, mes amis, il y a un débat fondamental pour un pays vieillissant comme la Martinique. C'est que nous avons environ 63 000, 65 000 retraités en Martinique. Donc, ce sont des gens... Le niveau moyen de retraite versé en Martinique, je crois qu'il est de 650 €. Oui, tout à fait. Donc, plus vous mettez des impôts, plus vous réduisez le pouvoir d'achat, notamment des retraités. Et ça, c'est mathématique. Donc, lorsque j'entends certains dits de gauche faire l'apologie de l'impôt, je dis, mais vous êtes en train de réduire le pouvoir d'achat de toute une catégorie de gens qui sont les retraités martiniquais. Ensuite, particulièrement... Ah oui, mais ça, c'est... Il y a des études sur ça, ça se démontre. Lorsque vous baissez une imposition directe ou indirecte sur un retraité, ça n'a pas du tout la même incidence que sur un actif. Oui, d'ailleurs, c'est Macron qui a augmenté la CSG, je crois, sur les retraites. Je vais. Ok. Mais les mémoires à géométrie variable. Et sur l'octroi de mer, n'oubliez pas que c'est une dérogation accordée par l'Union européenne pour compenser
les handicaps. C'est pour compenser des surcoûts. Donc, il est peut-être normal, de mon point de vue, qu'une boîte de riz qui arrive déjà fabriquée, qui arrive d'Europe ou d'ailleurs, soit plus taxée que celle qui est en sachet. Que du riz Sokari, par exemple. On va faire un débat. Il y a un sachet. Il arrive en vrac ici, ou créer en unité, ou acheter machine, ou mettre en sachet, ou essayer de développer. Et je estime que Zani en transformation, il y a un grand débat, et puis l'Union européenne, sur qu'est-ce que c'est que la transformation. C'est-à-dire que, donc, je dis, il faut nous arriver dans un pays qui est quand même tout ça chômage. Il faut nous arriver trouver le moyen d'y faire activité pour mon travail, parce que si c'est ça, si vous pas ça, il y a une pièce qualité modèle de l'industrie Martinique. C'est-à-dire que tous les gens qui sont formés, il n'y a ni emploi Martinique sous pas ni industrie. Donc, la question, c'est comment on va protéger l'industrie. Juste une parenthèse, on peut difficilement poursuivre cette discussion-là sans aborder la question des salaires, parce que tout ça est corrélé. Quand on regarde les niveaux de revenus sur nos territoires, c'est aussi l'un des sujets. Quand on crée des dispositifs qui permettent d'aller recruter sur des niveaux de qualification qui sont faibles, ce sont souvent des dispositifs incitatifs, mais c'est aussi des dispositifs qui sont des trappes à bas salaire. Moi, je suis un enseignant comme toi-même, Charles. J'aurais aimé que mes jeunes ingénieurs que je forme, qui rentrent ici, me disent oui, je rentre, mais j'ai un niveau de rémunération qui est comparable, parce que je ne vais pas brader mon diplôme et mon niveau. Et la question du niveau de vie, elle est liée aussi à la question de tes revenus. Quand tu parles de la retraite, c'est ce qui reste de ce que ton activité de salarié a pu donner en termes de cotisation. Donc, tous ces sujets-là sont liés. C'est lié aussi à l'attractivité du territoire, c'est lié à la performance du territoire, produire de la richesse. Il n'y a pas d'argent magique, mais il faut de la justice quand même. D'accord. Il faut de la justice. Non, là, on a dépassé le temps. Béatrice. Oui, juste parce que donc on était sur l'octroi de mer, la performance, la qualité des services publics. Oui, il y a un besoin aujourd'hui de performance et de qualité de services publics, et singulièrement quand on a une population avec des taux de pauvreté tels que ceux que l'on connaît. Oui, les personnes achèteront moins de voitures et se poseront moins de questions sur leurs épaves quand on aura un service public de transport performant avec des amplitudes horaires qui permettent aux personnes âgées, aux jeunes de gagner en autonomie, aux personnes qui travaillent d'aller au travail. Et d'ailleurs, j'invite le président de Martinique Transport à trouver rapidement les solutions de la résolution d'un certain nombre de problèmes, et notamment sur la navette des Trois-Îlets, parce que la route là, en ce moment, en Martinique, sur la conurbation foyalaise, est impraticable. Voilà. Et la réalité, c'est que ça baisse la productivité générale du territoire. On perd du temps, on pollue davantage. Donc oui, le service public, ce n'est pas la tarte à la crème. Le service public baisse les inégalités. Ça a toujours été prouvé. Voilà. Bon. Voilà. En tout cas, Michel, un petit mot alors. Un petit mot parce que... Deux mots. D'abord, concernant le riz, le taux d'octroi de mer que nous pratiquons vise aussi à unifier l'octroi de mer avec la Guadeloupe, parce qu'il y a une production de riz en Guadeloupe. Donc, nous avons aussi ce souci de créer un marché. Mais si on va sur l'harmonisation, il faut la pratiquer. Attends. On ne peut pas aller sur l'harmonisation de créer un marché unique. Bon, sur ce coup-là, je suis pas d'accord avec toi. Et puis sur le reste, sans doute, mais sur ce coup-là, non. Il y a des questions d'harmonisation qu'on ne peut pas prendre de manière prétextuelle pour dire la Guadeloupe a produit du riz. On peut avoir aussi des choix un peu égoïstes pour savoir ce qui fait du bien aux Martiniquais et qui fait du bien à l'économie martiniquaise. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que tout projet politique, tout projet d'industrialisation et de développement économique qui ne tient pas compte des deux marchés n'est pas réaliste. Bon, alors voilà, écoutez, c'est sur cet échange un petit peu passionné mais sympathique que nous allons terminer cette émission, dans la mesure où Grégory m'a déjà fait allumer la petite lumière. Je souhaiterais donc, nous avons rendu un bel hommage à Philippe Saint-Cyr, puisque nous avons discuté passionnément de son sujet favori. Et oui, de son dada presque. Voilà, donc nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Et puis nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine sur Zouk Télévision dans votre émission favorite, Le Kiosque. Merci encore aux chroniqueurs et à la chère chroniqueuse. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci à vous.